Salut à toutes et à tous, j'espère que vous tenez bon malgré les absurdités diplomatiques qui s'accumulent jour après jour. Tenez-vous bien, ce 3 décembre 2025, l'Algérie a déroulé le tapis rouge. Pas pour un prix Nobel, ni pour un chef d'État respecté, non, mais pour l'un des derniers spécimens de dictature made in Europe. Oui, mes amis, nous avons eu l'honneur douteux d'accueillir le président d'un régime aussi fermé qu'une prison sans fenêtre, le champion mondial de l'autoritarisme version soviétique, le boss d'un État banni des dîners diplomatiques internationaux, Alexandre Loukachenko, souverain éternel de la Biélorussie. Et hier donc, le président algérien Tebboune lui a réservé un accueil digne d'un roi. Une réception grandiose avec sourire figé, poignée de main officielle et tout le tralala. Et là, silence total dans le pays. Personne, ni les analystes, ni les citoyens, ni même les mouches sur les murs du palais, n'a réussi à comprendre pourquoi diable on cherchait la compagnie d'un pays aussi pauvre qu'oublié. La Biélorussie, faut-il le rappeler, est complètement hors jeu sur la scène internationale depuis 2022, date à laquelle elle a décidé de devenir le paillasson officiel de Vladimir Poutine. Un État fantôme tenu en laisse par le Kremlin, voilà l'ami du jour de Tebboune. Zoom sur la Biélorussie, ce pays qu'on ne localise même plus sur une carte, tant il a disparu des radars. On pourrait croire que c'est un État indépendant, mais en réalité c'est une simple extension du Kremlin, un appendice géographique de Moscou. Quand la Russie dit « South », Minsk répond « à quelle hauteur ?» Et d'ailleurs, son territoire n'est plus que terrain de jeu militaire pour les offensives russes contre l'Ukraine. Résultat, l'Occident n'a pas attendu pour débrancher la prise, sanctions brutales, embargo, isolement total. L'Union européenne, les États-Unis, tous ont claqué la porte au nez de Loukachenko. Aujourd'hui, la Biélorussie vit hors du monde comme un intrus dans la fête mondiale qu'est la diplomatie. Et sur le terrain du foot, nada. Zéro. Même pas l'ombre d'un maillot biélorusse dans les compétitions internationales. Ce pays a choisi l'invisibilité en échange de l'obéissance aveugle à Moscou. Il s'est fondu dans l'ombre de son maître russe sans même lutter. Un territoire microscopique, moins peuplé qu'un arrondissement de certaines métropoles, mais qui prétend encore jouer dans la cour des grands. Franchement, vous pensiez que la Biélorussie avait au moins une économie qui tient la route? Détrompez-vous, leur produit intérieur brut plafonne à peine entre 73 et 75 milliards de dollars, même pas de quoi faire trembler un État européen de taille moyenne. À ce niveau-là, il flotte péniblement entre la 12e et la 15e place, mais en partant du bas dans le classement économique du continent. Et si on s'attarde sur le revenu moyen par tête, là aussi, c'est pas brillant, 8,317 $ par habitant. On n'est pas encore au fond du trou, mais franchement, pour l'Europe, c'est carrément la cave. Maintenant, accrochez-vous. Parce qu'à l'échelle de l'Union européenne, la moyenne tourne autour de 35 000 $. Oui, vous avez bien entendu, 35 000. En comparaison, la Biélorussie semble sortie d'un autre temps. Elle partage le bas du tableau avec des pays comme la Moldavie, l'Ukraine, ou encore l'Arménie coincée entre difficultés économiques et instabilité chronique. Bref, une économie qui rame sans moteur et sans direction. Bienvenue en Biélorussie où le calendrier semble figé à 1994. Depuis cette année-là, Alexandre Loukachenko s'est accroché au pouvoir comme une ventouse à une vitre sale balayant toute velléité de démocratie d'un revers de matraque. Et depuis 2020, le pays vit une crise politique constante, un bras de fer entre une population qui aspire à la liberté et un régime qui préfère les poings fermés aux urnes ouvertes. Ce n'est pas juste un régime dépassé, c'est une relique politique, un vieux meuble soviétique qu'on a oublié de jeter. Face à lui, des jeunes, des femmes, une génération entière d'opposants qui rêvent d'une Biélorussie où le pouvoir ne se transmet pas à coups de gaz lacrymogène. Mais l'homme fort de Minsk, aujourd'hui âgé de 71 ans, refuse de lâcher sa chaise présidentielle. Il s'accroche comme le dernier dinosaure politique de l'Europe, une anomalie vivante à une époque où même les monarchies font mine d'écouter leur peuple. Oui, le tout dernier dictateur du continent européen, et apparemment il compte bien garder ce titre encore un moment. Même avant que la guerre en Ukraine ne vienne mettre le feu aux poudres, la Biélorussie était déjà dans le viseur des démocraties occidentales. Pourquoi ? Pour ses violations massives des droits humains, pour ses prisons pleines de voix dissidentes, pour son refus obstiné de laisser le peuple respirer.
Résultat, sanctions, isolement diplomatique, coupure nette avec l'Europe. Et la jeunesse, elle a pris la fuite, rêvant d'un ailleurs. Oui, les Haragas ne sont pas que nord-africains. La Biélorussie aussi a ses exilés clandestins, ces jeunes qui fuient sans espoir de retour. D'ailleurs, plus on regarde, plus ça ressemble à l'Algérie de Tebboune même. Symptômes, même dérive, même mur dressé entre le pouvoir et la société. Et maintenant, que fait Tebboune? Il ne tend pas la main aux pays progressistes. Non, il choisit un tête-à-tête romantique avec un des régimes les plus infréquentables de la planète. Dictature, répression, institutions en carton, autoritarisme violent, enfermement idéologique. Et pourtant, voilà notre gouvernement en train de flirter avec un État paria coupé du monde, comme un vieux modem débranché. L'Algérie dans tout ça. Elle glisse doucement vers l'isolement avec le sourire en bonus. Depuis 2020, c'est l'exode silencieux en Biélorussie. Les jeunes n'attendent même plus de promesses de changement. Ils font leurs valises et disparaissent vers des terres où l'avenir ne rime pas avec censure. Direction les pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, là où les institutions fonctionnent, où la démocratie n'est pas un slogan vide et où l'économie tourne à autre chose qu'au ralenti. Bref, tout ce que la Biélorussie n'est pas mais rêve d'être, et ce n'est pas fini. L'autre destination phare, la Pologne, le voisin costaud. Avec ses usines, son industrie en plein boom et ses institutions bien huilées, la Pologne fait figure de mirage lumineux pour une jeunesse en mal d'oxygène. Les cerveaux partent, les espoirs s'évaporent, et ce qu'il reste à Loukachenko, une base fidèle mais fanatisée, un noyau dur formaté par la propagande, vestige d'un régime figé dans le passé soviétique, entre nostalgie poussiéreuse et autoritarisme d'un autre siècle, la Biélorussie indépendante. Laissez-moi rire, ce pays ne respire que sous perfusion moscovite, que ce soit pour vendre ou pour acheter tout, passe par la Russie comme si Minsk n'était qu'un simple comptoir commercial du Kremlin. Sans les injections de roubles, sans les prêts à taux zéro généreusement offerts par Poutine, l'économie biélorusse s'effondrerait comme un château de cartes en plein courant d'air. C'est simple, la Russie paie, la Biélorussie obéit. Une relation de dépendance totale, sans ambiguïté. Mais vous vous demandez peut-être, elle vivait de quoi avant la Biélorussie? Eh bien, c'était un peu le trafiquant de carburant low cost de l'Europe. Elle importait le pétrole russe à prix d'amis le raffinait dans ses usines d'un autre temps, puis le revendait à des voisins européens peu regardants. Mais ça, c'était avant le grand gel diplomatique. Dès que Loukachenko a décidé d'écraser son opposition, les sanctions ont commencé à tomber comme la pluie en novembre. Et avec la guerre en Ukraine, le peu de liens économiques restants avec l'Ouest a été coupé à la hache. La Biélorussie aujourd'hui. C'est comme une île oubliée au beau milieu d'un continent bien éveillé. Plus de relations économiques, plus de dialogue politique avec l'Europe, encore moins avec l'Occident. Rideau tiré, silence radio. Alors à l'intérieur, on se contente de peu, une agriculture vieillotte, quelques terres cultivées à l'ancienne, et une industrie poussiéreuse, héritée tout droit de l'ère soviétique, comme si le temps s'était arrêté en 1986. Ah oui, ils ont encore leur fameuse usine de bus, ce vestige d'un passé glorieux qui aujourd'hui tourne au ralenti dans l'indifférence générale. Mais bon, fabriquer 2 ou 3 autocars, quelques camions et des trolleybus, est-ce vraiment une raison valable pour accueillir à bras ouverts un tyran décrié dans le monde entier? Parce que, soyons clairs, Loukachenko est peut-être le dirigeant le plus boycotté de la planète. Et pourtant, voilà Tebboune qui le reçoit en grande pompe, comme si c'était un chef d'État modèle. Mais peut-on vraiment être surpris? Quand on dirige soi-même un régime marginalisé, quand on accumule les brouilles avec nos principaux alliés internationaux, fréquenter les parias devient presque logique. L'isolement attire l'isolement et Alger semble s'y complaire. Pendant que les grandes puissances nous ignorent royalement, certaines vont jusqu'à nous toiser ouvertement et ce, sans même faire semblant. On est snobé par les géants régionaux, méprisé par les mastodontes mondiaux et rejeté comme un vilain petit canard qu'on ne veut plus voir dans la photo de famille géopolitique. Et face à ce triste constat, qu'est-ce que fait le pouvoir algérien? Il ne tend pas la main vers ceux qui comptent. Non, au lieu de briser cet isolement, on creuse plus profond.
On déroule avec enthousiasme le tapis rouge à l'un des régimes les plus infréquentables de la planète, celui que même les dictatures hésitent à inviter. Et franchement, c'est presque fascinant. On dirait que Tebboune prend un malin plaisir à tirer l'Algérie vers le fond, comme s'il y trouvait un certain réconfort. Ce n'est plus de la maladresse, c'est une stratégie de l'autodestruction. À ce stade-là, on ne peut plus parler d'erreur diplomatique, mais d'un pur syndrome masochiste d'État. Oui, ce régime semble trouver du plaisir à se nuire, et à nuire à tout un peuple avec lui. S'afficher aux côtés de la Biélorussie. Sérieusement, pourquoi faire ? Il n'y a strictement aucun bénéfice à cette mise en scène diplomatique, rien, zéro, le vide intersidéral. Pour info, nos relations officielles avec Minsk datent de 1995 et depuis tout ce temps, pas même une ambassade sur place. C'est depuis Moscou qu'on gère le peu de paperasse entre nous. Et la communauté algérienne là-bas ? On parle de 10 personnes peut-être, 12 un bon jour, autant dire le néant. Et pourtant, ouvrez les journaux algériens, allumez la radio et là, surprise, une pluie de slogans creux, relance des liens bilatéraux, partenariat dynamique, volonté commune de renouveau. Mais quel renouveau, quelle dynamique ? On commerce à peine avec eux. Si on faisait un graphique des échanges, il tiendrait sur un timbre-poste. C'est à se demander si certains journalistes ne vivent pas dans une réalité parallèle ou en Biélorussie. Alors parlons chiffres parce que les faits ont la tête dure. En 2024, le commerce total entre l'Algérie et la Biélorussie atteint, roulement de tambour, 49 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu 49 millions. Même pas de quoi acheter un avion de ligne. Et encore, l'essentiel de cette somme vient des exportations de Minsk vers Alger. Nous, de notre côté, on n'en voit quasiment rien. Même pas une cargaison de dattes. Pourquoi ? Parce que la Biélorussie n'a pas un rond. Le pays est fauché, coupé du monde et sous perfusion permanente de Moscou. Ce qu'ils consomment, c'est la Russie qui le leur donne. Ce qu'ils importent, c'est Moscou qui paye. En gros, c'est une économie en coma artificiel branchée aux tuyaux russes 24h/24. Et pourtant, c'est avec ça qu'on veut booster un partenariat stratégique, franchement. Poutine pourrait claquer des doigts demain matin et Minsk s'écroulerait comme un château de cartes trempé. La Biélorussie, c'est même plus un pays, c'est une succursale de la Russie, un bout de territoire sous bail prolongé par le Kremlin, sans vision, sans voix, sans volonté propre. Et franchement, si on écoute certains analystes russes, même eux en ont ras-le-bol de devoir traîner ce poids mort géopolitique. La Biélorussie n'est ni utile ni autonome. Quitte à faire semblant d'exister, autant que la Russie officialise les choses et l'annexe une bonne fois pour toutes. Ce serait plus clair pour tout le monde. Maintenant, imaginons que demain, Poutine serre le robinet, coupe les fonds, arrête les subventions. La Biélorussie devient en quelques semaines une version froide de la Somalie, mais sans pirates. Oui, ils ont des champs, un climat tempéré, un peu de culture des monuments et un peuple qui a du cœur. Mais sérieusement, à quel moment vous avez entendu quelqu'un dire « Tiens, et si on partait en vacances en Biélorussie ?» Même dans les reportages les plus optimistes, personne n'y va pour le fun. On parle ici d'un pays tellement replié sur lui-même qu'on pourrait le confondre avec la Corée du Nord, mais version Europe de l'Est. La Biélorussie, c'est l'un de ces États qu'on classe dans la catégorie zone grise, vous savez, les pays qu'on connaît à peine entourés de mystères de propagande et de silence diplomatique. Alors oui, pour les curieux ou les journalistes, ça peut valoir le détour histoire d'y chercher un sujet de reportage ou une ambiance digne d'un film dystopique. Mais pour tout ce qui est investissement, croissance, opportunité économique, là c'est le vide sidéral, rien à gratter, nada. Et pourtant, accrochez-vous, en 2024, le commerce entre l'Algérie et ce fantôme économique a atteint 49 millions de dollars, waouh, record battu. On parle là d'un bond spectaculaire multiplié par 16 par rapport aux années précédentes, mais partant de rien du tout. En 2023, on frôlait à peine les 5 ou 6 millions. Donc oui, techniquement, c'est une explosion. Mais en réalité, une explosion dans un verre d'eau. Et voilà qu'en 2025, les échanges commerciaux entre Alger et Minsk redescendent à 5 millions de dollars. Oui, ça chute par rapport à l'illusion de 49 millions de l'année précédente. Mais bon, ne vous emballez pas, ça reste du micro-commerce. On dirait que l'Algérie leur achète 2-3 pièces mécaniques,
Peut-être un lot de pièces détachées ou des machines agricoles venues tout droit des années 80. Pourquoi? Parce que ces sous-traitants biélorusses bossent en coulisses pour l'industrie militaire russe. Mais soyons clairs, ce ne sont pas des deals stratégiques, aucune valeur ajoutée, aucun gain réel, juste du remplissage de catalogue commercial. Et pendant ce temps-là, l'Algérie, elle a besoin de tout sauf de ça. Ce qu'on cherche, c'est du transfert de technologie, des investisseurs solides, des partenaires capables d'accélérer l'industrialisation du pays. Et qu'est-ce que la Biélorussie propose? Des reliques soviétiques, des usines d'un autre siècle. Avant 2020, ils avaient encore un peu d'oxygène grâce à des investissements polonais ou allemands, mais depuis, c'est blackout. Aujourd'hui, Minsk vend de la rouille au prix de l'innovation. Tiens, parlons un peu d'histoire industrielle, ou plutôt de survie industrielle. Il fut un temps où le constructeur de bus biélorusse était au bord de la faillite, prêt à finir dans les archives des musées soviétiques, et qui est venu à la rescousse les Allemands. Oui, c'est MEN, ce géant allemand des camions et bus. Vous connaissez forcément leur véhicule costaud qui a tendu la main à l'usine M. Grâce à ce soutien allemand, le fabricant biélorusse a pu respirer un peu, moderniser 2 ou 3 lignes et éviter la disparition pure et simple. Mais bon, on parle ici d'un sauvetage technique, pas d'un miracle économique. Alors oui, soyons réalistes. Si on tient absolument à collaborer avec Minsk, on peut toujours trouver une entreprise ou deux pas trop rouillées dans un secteur qui a encore un peu de souffle, mais de là à dérouler le tapis rouge au régime entier, non merci. Une simple visite du ministre des Affaires étrangères, voire celui de l'économie ou de l'industrie aurait largement suffi. Pas besoin de gala diplomatique. Et puis soyons honnêtes, Loukachenko est l'un des dirigeants les plus haïs de la planète. Personne ne veut s'afficher avec lui, sauf quelques habitués des bancs de l'ONU pour dictature confirmés Iran, Zimbabwe et compagnie. Et encore, même eux doivent grincer des dents. Ce niveau de rejet, c'est presque un record. Franchement, je reste bouche bée à chaque fois. Non, mais là, franchement, je décroche totalement. Je cherche encore le sens, je gratte, je creuse. Mais rien, le vide. Tebboune, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le plan où tu veux aller avec ça? Tu te lances dans une amitié improbable avec un régime carbonisé sur la scène internationale. Mais pourquoi faire Yask a-t-il un bénéfice caché que seul toi perçois? Ou c'est juste de la politique freestyle à l'instinct? Parce que pour nous, là, ça ressemble à une course vers le mur, les yeux fermés. Et pendant qu'on s'interroge, le reste du monde, lui, ne rigole pas. Depuis 2020, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, tous ont serré la vis. Sanctions économiques, sanctions financières, embargo ciblés, le régime Loukachenko est traité comme un cas d'école à ne pas suivre. Et ça n'a pas changé en 2025, ces sanctions sont toujours là, bien actives. Pourquoi? Parce qu'il reste accroché à Moscou comme une ventouse, prêt à tout pour suivre Poutine dans ses aventures guerrières. Résultat, la Biélorussie ne peut même plus exporter ses produits phares. Leur potasse bloqué, le bois interdit, le ciment barré. Et ne parlons même pas de technologie, les portes sont fermées à double tour. Pas un seul accès aux innovations européennes. C'est comme si tu voulais faire de l'ingénierie spatiale avec un tournevis rouillé. Vous voulez un niveau d'isolement extrême? La Biélorussie coche toutes les cases. Ses citoyens ne peuvent même plus voyager librement vers l'Union européenne. C'est comme si on leur avait mis une barrière invisible à toutes les frontières. Et le comble, même leur équipe de foot est persona non grata. Imaginez demain l'Algérie veut organiser un match amical avec eux. Eh bien c'est impossible. La FIFA les a mis sur la touche. Définitivement. Même sur un terrain de foot, ils sont hors jeu. Littéralement. Et tu te dis, bon, au moins, on pourrait échanger quelques passes. Eh ben non, même ça, on peut pas. Personne ne veut jouer avec eux. Et moi, à chaque fois que j'y pense, je bloque. Sérieux. Je pige pas. Vraiment. Plus j'y réfléchis, plus ça devient absurde. Et du coup, pourquoi diable aller s'exhiber à côté d'un pays pareil? Un État banni, isolé comme jamais sans relations commerciales, digne de ce nom sans aucun projet d'avenir. Un marché minuscule, à peine 9 millions d'habitants, fauché comme les blés, accroché au portefeuille de Moscou. Franchement, il y a mieux à faire. Et il y a surtout bien mieux ailleurs. Prenons un autre exemple, un vrai la Hongrie de Viktor Orban.
Oui, le monsieur est connu pour flirter avec l'extrême droite européenne, pour balancer des discours bien musclés à la sauce nationaliste. Mais malgré ça, la Hongrie, elle tient la route. Une économie en forme des infrastructures modernes, un pays qui a su évoluer sans se couper du monde. Franchement, accueillir Orban à Alger, là, on parle de quelque chose de concret. On peut ne pas aimer le personnage, mais au moins, il dirige un État qui fonctionne. Et ce qui est fascinant avec lui, c'est que, malgré ses accointances avec Moscou, il n'a jamais largué l'Occident. Toujours dans le giron de l'Union européenne, toujours les deux pieds ancrés dans le monde libre, même s'il tire un peu dans tous les sens. C'est un funambule géopolitique, mais il reste dans le jeu. La Hongrie, c'est un pont, pas une impasse. Et si on veut vraiment parler d'alliés intéressants, regardons vers la Pologne. Un monstre industriel, une puissance économique en pleine croissance, un pays avec des capacités de partenariat énormes. Même la Roumanie, à la limite, ça a du potentiel. Et la Croatie, idem. Ce sont des pays qui bougent, qui avancent, qui peuvent nous tirer vers le haut, pas des enclaves soviétiques congelées dans le temps. Franchement, avec la Biélorussie, on a complètement perdu le fil de la logique diplomatique de Tebboune. On ne sait plus s'il trace une stratégie ou s'il pioche ses partenaires au hasard les yeux bandés. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va faire une émission spéciale là-dessus. On va disséquer tout ça à la loupe, retracer les choix et essayer de comprendre cette diplomatie version puzzle mal assemblée. Et parlons-en justement des dernières manœuvres politiques et internationales de notre président. On dirait une série Netflix sans scénario. Chaque décision surprend plus que la précédente. Pourquoi? Parce que Tebboune est tellement isolé sur la scène internationale, tellement évité par les dirigeants du monde, que dès qu'un chef d'État, n'importe lequel, répond oui à une invitation, c'est tapis rouge direct à l'aéroport. Même si ce président sort d'un micro-État qu'on a du mal à situer sur la carte Tebboune, saute sur l'occasion. Il est prêt à accueillir le roi d'une île inconnue tant qu'il accepte une photo officielle devant un drapeau. On n'est plus dans la stratégie, on est dans la quête désespérée de validation diplomatique. À ce rythme-là, si demain, un micro-État perdu dans le Pacifique Sud, genre l'île de Ki ou Kiki, avec 843 habitants et 2 chèvres annoncent vouloir coopérer avec l'Algérie, vous pouvez être sûr que Tebboune lui déroulera le tapis rouge royal. Cérémonie fanfare, photo officielle, poignée de main, pleine d'espoir. Tout y passera. Parce que pour lui, l'importance n'est pas le partenaire, c'est de ne pas être seul sur la photo. Et pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil aux derniers grands invités accueillis chez nous. La Somalie, la Biélorussie, des pays en guerre, des États fantômes à 2 doigts de l'effacement, des régimes qu'on ne croise plus que dans les pages oubliées des annuaires diplomatiques. On nage en plein délire diplomatique. Mais enfin, l'Algérie, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est une nation fière au passé, prestigieux à la voix qui portait, dans le monde arabe, en Afrique, au sein du mouvement des non-alignés. On avait une aura, une stature, un mot à dire dans les affaires internationales. Aujourd'hui, on court après la reconnaissance. Même des pays classés en mode avion. Et rappelez-vous, Bouteflika, à cette époque, l'Algérie était conviée à toutes les grandes messes géopolitiques. Le G7, le G20, les forums économiques mondiaux. Notre chaise était toujours prête. On ne courait pas après les invitations. C'étaient les invitations qui nous couraient après. Alger, autrefois, au centre des grandes manœuvres mondiales, invité aux tables des géants, bras dessus, bras dessous, avec les puissances. Et aujourd'hui, elle s'affiche fièrement aux côtés des nations les plus marginalisées, les plus économiquement exsangues et diplomatiquement invisibles de la planète. C'est comme si un ancien roi décidait soudain de dîner avec les mendiants du village, volontairement. Et oui, c'est étrange, très étrange. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler aux pays en difficulté. Je ne suis pas élitiste, je ne prône pas une diplomatie à 2 vitesses. Échanger, tendre la main, créer des ponts, même avec les nations fragiles, c'est tout à fait respectable. Mais enfin, soyons logiques, tout dépend du contexte du poids de l'interlocuteur sur l'échiquier mondial. On ne déroule pas le tapis rouge comme on partage un café. Ce type de relation devrait rester à leur juste mesure quelques échanges parlementaires, 1 ou 2 ministres en visite des coopérations ciblées sur des secteurs spécifiques, encadrés, limités sans se ridiculiser en grande pompe. Non mais soyons clairs, je ne suis pas fermé au dialogue, absolument pas.
Je ne dis pas qu'il faut snober les régimes fragiles ou isolés. Mais ce que je trouve totalement déconcertant, c'est cette tendance à en faire des partenaires de prestige, à sortir les orchestres et les tapis rouges pour des chefs d'État, dont la réputation internationale est, disons, inexistante. Aucune légitimité, aucun respect et une popularité à chercher au microscope. Et pourtant, on continue à les accueillir comme s'ils venaient représenter les Nations Unies. Des figures effacées de la scène mondiale sans aucun poids réel dans les relations internationales. Et moi, honnêtement, je tourne ça dans tous les sens. Je pige toujours pas. Rien. Nada. Le mystère total. Ah, d'ailleurs, petite rectification en ce qui concerne le foot, la Biélorussie peut encore taper dans le ballon de temps en temps, mais le Comité international olympique lui a clairement dit non. Les sportifs biélorusses ont été exclus de la majorité des compétitions en 2023. Donc même sur les stades, ils sont persona non grata. Côté FIFA et UEFA, la situation est aussi limpide qu'un brouillard londonien. Officiellement, ils ne sont pas totalement exclus, mais leur participation est filtrée comme dans une boîte de nuit VIP. Certaines compétitions leur sont ouvertes, d'autres leur ferment la porte au nez. Bref, c'est à géométrie variable selon l'humeur du jour. Même dans l'arène sportive, leur statut est devenu un vrai casse-tête administratif. C'est flou, instable, ambigu. Ils ne sont ni vraiment dedans, ni complètement dehors. On croirait presque à une version géopolitique du hors-jeu permanent. Et franchement, pour l'Algérie, quelle valeur ajoutée dans cette relation zéro? On a un pays à reconstruire, un tissu industriel à tisser, des technologies à importer et un avenir économique à imaginer. Ce dont on a besoin, ce sont des alliances avec des géants qui pèsent pas avec des fantômes du bloc soviétique. On est déjà à genoux face à la crise sociale étranglée par une économie qui tourne à vide. Et là, au lieu de chercher l'oxygène chez ceux qui respirent mieux que nous, on s'obstine à s'acoquiner avec des pays encore plus asphyxiés. Chercher la lumière dans un tunnel encore plus sombre que le nôtre, il fallait oser. Honnêtement, ça devient surréaliste. Tebboune donne l'impression d'un capitaine qui tourne en rond dans le brouillard, sans boussole, sans cap. Il tâtonne, il improvise, et nous, on regarde ça impuissant. Alors oui, je veux bien concéder une exception dans un cas ultra spécifique s'il s'agit de collaboration technique ciblée, du genre monter des bus ou importer quelques pièces de matériel militaire. Pourquoi pas, puisque la Biélorussie reste le clone technique de Moscou, le satellite docile de la Russie héritière d'un certain savoir-faire soviétique. Mais faut pas non plus prendre cette proximité géopolitique pour un chèque en blanc. Rien de plus, rien de moins. Franchement, rien ne pouvait justifier qu'on déroule le tapis rouge à l'un des derniers fossiles dictatoriaux d'Europe. Accueillir bras ouverts un chef d'État aussi banni de la scène mondiale, c'est presque une prouesse. Mais dans le mauvais sens du terme. Les images qu'on a vues hier, un désastre. Un naufrage télévisé, un coup dur pour la réputation de l'Algérie pour ce qu'il restait de son sérieux diplomatique. C'était à la fois gênant, absurde et terriblement révélateur. J'en viens à me dire que notre président est désormais tellement marginalisé sur l'échiquier international qu'il sauterait de joie si le chef d'un micro-État paumé acceptait de lui serrer la main. Pas besoin d'un grand pays, juste un dirigeant avec un tampon et un drapeau suffisent à flatter son isolement. J'ai mal. Oui, j'ai mal de voir mon pays s'effondrer à ce point. Je n'aurais jamais imaginé voir l'Algérie sombrer aussi bas dans l'indignité politique, la solitude diplomatique et la chute morale, et pourtant on y est.